Charles de Foucauld réside près d'un mois et demi chez les Ida Oblal. Un mois et demi, une durée étonnamment longue pour ce jeune homme, prompt à l'ennui, au bout de quelques instants. S'il est resté si longtemps, on peut deviner que son séjour n'avait rien de monotone. Il n'aurait sans doute pas songé au départ tout de suite si sa présence n'avait pas fini par devenir un souci sécuritaire. En feuilletant les pages qui suivent de Reconnaissance au Maroc, on comprend pourquoi il s'est autant attaché à cet endroit, à ces gens. D'abord, il y a cette liberté totale qu'il ressent dans ces terres du Sud. Une liberté presque à l'état brut, incarnée pour lui par la tribu des Ida Oblal. Ensuite, il y a ces espaces immenses dont la seule limite est les horizons qui les environnent. Et puis cette vie imprévisible, où chaque instant peut basculer, où tout peut arriver, sans garantie, sans filet. Et il y a enfin la tribu elle-même, une tribu qui chancelle sous la tragédie, et ces hommes qui le fascinent par un esprit farouche et par leurs contradictions. Des hommes qui escortent les caravanes et qui n'hésitent pas à les piller une autre fois quand l'occasion s'en présente. Qui font fi de la vie humaine mais défendent l'honneur du clan, jusqu'à déclencher une guerre fratricide, rien que pour venger un protégé qui a été lésé par un clan frère. Des contradictions qui prennent de Foucauld au dépourvu. Alors on comprend son ton. Un ton qu'on dirait complaisant, si ce n'est complice, et parfois même compatissant. Ces hommes sont arabes, et l'on sait la sympathie que le jeune aristocrate nourrit discrètement pour ceux qu'il croit de cette communauté. Ils ont cette bravoure guerrière, cette fierté, cette insolence d'hommes qui ne rendent de compte à personne. Et en lisant les mots du jeune explorateur, on devine parfois un sourire discret, mêlé d'affection, de complicité, peut-être même d'un peu de peine. Et que ce soit en évoquant leur méthode de razzia, la guerre civile qui les a épuisés et précipités dans la misère, ou leur indépendance totale à l'égard du sultan, l'auteur parle d'eux comme s'il était un des leurs, les défendant à demi-mot, laissant transparaître ses idées indirectement à travers leur image. La parole est à de Foucauld. Cinquièmement, Ida Oblal. Peu après mon retour de Akka, je quittais Tintazart. Mes excursions aux environs, des insinuations perfides des Juifs, avaient attiré l'attention sur moi et rendu mon séjour périlleux. Le Daoublali, note de l'auteur. Le nom arabe des Ida Oblal est Douiblal, entre parenthèses, en caractère arabe, Daoublal. On l'écrit ainsi FS, et ainsi, sans doute, il faut l'écrire. Dans le sud et à Mogador, on l'écrit sous la forme tamazirt, Ida Oblal, entre parenthèses, en caractère arabe, Ida Oblal. Nous avons adopté cette dernière manière employée par les membres de la tribu. Ils disent Ida Oblal, ou Daoublal, au pluriel, et Daoublali, au singulier. Fin de note. Le Daoublali Hayyan, mon patron, craignant un attentat contre son client, vint en hâte m'avertir des bruits qui circulaient et des dangers que je courais. Il me proposa de m'installer dans sa maison à Tougrih. J'acceptai. Tougrih est un qsar plus petit que Tintazart. Il se dresse au milieu de l'ergue sur une butte isolée dont il couvre les pentes et couronne le sommet. Cette situation lui a fait donner par les nomades le nom de Tougrih, fille du vent. Il s'appelait primitivement Ispabatn. Les jardins en sont pauvres, aucune localité de Tata n'a moins de palmiers. Les Ida Oblal sont une tribu nomade, se disant d'origine arabe. Note de l'auteur. Les Ida Oblal ont le type et les manières des Arabes et parlent la langue du Coran, seuls au milieu d'une population tamazirt. Double motif d'admettre ce qu'eux-mêmes disent de leur origine. Les nombreuses formes imazirènes qui figurent dans leur nom de fraction m'inspirèrent pourtant des doutes à ce sujet. À mon retour du Maroc, j'essayai d'éclaircir la question.
Je fus conduit à regarder les Idaoublal comme arabes. Un long contact avec les Imaziren a produit chez eux les appellations étrangères. Parmi mes documents sur les Idaoublal, en voici deux d'un intérêt particulier. Le premier m'a été fourni par M. Montel, chancelier du consulat de France à Mogador, l'autre par M. Pilar, interprète militaire en retraite. Premier document. Les Idaoublal ont leur berceau dans le Sahara, entre les Tajakintes et les Haribs. Ces trois tribus sont de race arabe. Les Idaoublal se divisent aujourd'hui en trois groupes. Le premier habite encore le territoire originaire de la tribu. Le second est établi dans la Kasba de Fès Jdid, en un lieu appelé Dharrmka proche de Fès. Le troisième est depuis de longues années installé aux environs de Marrakech. De plus, il y a parmi les Haha quelques familles connues sous le nom de Idaoublal et regardées comme originaires de la grande tribu de ce nom. Elles parlent la langue tamazirt et sont comptées comme faisant partie des Haha. Deuxième document. Les Haribs, les Douiblal et les Tajakintes sont des Arabes markel fortement mêlés de nomades Znaga. Vers l'ouest, l'élément berbère semble prendre le dessus. Aussi, les Douiblal y sont ordinairement désignés sous l'appellation Shleha, d'Idaoublal. Quant aux Tajakintes, leur véritable nom est Jakana. Au contraire, les fractions demeurées dans l'Est sont restées purement arabes, telles les Ouled Moulet, portion des Douiblal, établies isolément dans les déserts du sud du Tafilelt. Ils auraient, au dire des gens des Oasis, conservé encore aujourd'hui les flexions finales de la langue arabe. Commentaire de l'auteur. Je n'ai pas remarqué ce fait chez les Idaoublal que j'ai vus, c'est-à-dire dans le gros de la tribu. On y parle, comme partout au Maroc, un arabe qui est, à peu de choses près, notre arabe vulgaire d'Algérie. Fin de commentaire. Les Douiblal sont une tribu nomade dont le territoire habituel est entre Tata et Mraïmima, mais ils volent sur les routes jusque chez les Shanba. Une des fractions des Douiblal, les Ouled Moulet. Commentaire de l'auteur. Il figure sous le nom d'Imoulaten dans la décomposition qu'on nous a donnée à Taïla. Fin de commentaire. Une des fractions des Douiblal est séparée du reste de la tribu et vit isolée dans l'Erg Raoui. Il peut mettre sur pied 1000 combattants montés 2 à 2 sur des méharis. Les Ouled Moulet sont nomades. Ils s'habillent de coton bleu foncé, tête nue, longs cheveux, sabre droit, à 2 tranchants comme ceux des Touaregs. Ils sont libres, personne n'exerce de commandement dans la tribu. Ils sont ennemis de tout le monde, sans craindre des qsors du Tefilelt et ne respectent pas les Zaouïas. Leur perfidie, telle que le mot Mithaq Douiblal, foi des Douiblal, est dans le sud synonyme de foi punique. En 1871 ou 1872, 350 ans environ d'entre eux, ayant eu une querelle avec le reste des Ouled Moulet, se sont séparés du gros de la fraction et ils ont émigré 150 ans à Timmi et à Thebt, 200 chez les Ayt Ombigi al-Maïder, entre l'Ouadziz et l'Ouadra. En 1871 ou 1872, 350 ans environ d'entre eux, ayant une querelle avec le reste des Ouled Moulet, se sont séparés du gros de la fraction. Ils ont émigré 150 ans à Timmi et à Thebt, 200 chez les Ayt Ombigi al-Maïder, entre l'Ouadziz et l'Ouadra. Commentaire de l'auteur. Pour les noms géographiques dont il est question ici, voir la carte générale du Tafilala par Monsieur le général Dalug. Fin de commentaire. Cette querelle avait eu lieu à la suite du pillage par un groupe des Ouled Moulet, d'une caravane protégée par l'autre groupe. Et s'ensuivit une guerre civile qui dura 2 ans et se termina par l'émigration du parti vaincu. Les Ouled Moulet, quelque impies qu'ils soient, sont serviteurs religieux de Sidi Razi, Tafilalt, de Sidi Ahmed el-Habib, Zawiyat al-Ma'ti, et de Sidi Mohammed ben Nasr, Tamgrout. Fin de citation. Ces documents, s'alliant avec les renseignements que j'ai rapportés, prouvent que les Idaoublal, ou mieux Douiblal, sont une tribu nomade d'origine arabe.
dont la masse principale est établie sur les deux rives du Draa, entre les méridians de Tata et de Mraimima. Un groupe important de la tribu, appartenant à la fraction des Imulaten, ou Led Moulet, a émigré depuis longtemps vers l'est, où il est cantonné au sud du Tefilelt. Un certain nombre de familles d'Ouiblel ont été transportées de force probablement par quelques puissants sultans, les unes à Mrakch, les autres à Fès, où ils ont perpétué leur nom et leur race. Quelques-unes enfin sont mêlées on ne sait comment à la tribu tamazirt des Haha. Les premiers se sont un peu altérés au contact des Shlaha et des Haratn, leurs voisins. Les seconds, plus isolés, ont gardé leur physionomie, leur langage primitif. Les troisièmes sont des Arabes dégénérés semblables aux Arabes d'Algérie. Les derniers sont Imaziren de mœurs et de langue, et n'ont de Duiblel que le nom. Fin de note. Les Idaoublal sont une tribu nomade, se disant d'origine arabe, cantonnée entre les premières pentes du Petit Atlas au nord, les Ouled Yahya à l'est, les Aïd Umribet à l'ouest. Au sud, elle s'étend à plusieurs journées de marche dans le désert sans limite fixe. Point de tribu entre elle et le Soudan. Si les Idaoublal parcourent en mètres ce vaste territoire, leur tente en occupe une faible portion. Par mesure de sûreté, ils ne se disséminent pas. Le plus souvent, toutes sont massées en un point. Ils se divisent rarement en plus de 2 groupes. La majeure partie de l'année, la tribu se tient dans le voisinage de Tissint et de Khnek Torfa, entre le Bani et le Draa. Au printemps, elle passe le fleuve, appelé par les riches pâturages qui se trouvent sur sa rive gauche entre lui et le Hmada. La zone d'opération des Idaoublal s'étend au-delà de leur territoire. Ces opérations consistent en 2 choses, escorte et pillage de caravanes, Enaya et Razia. De Tata à Timbuktu, de Tata à Ladrar, dans le triangle compris entre ces 3 points, dans le Sahel au sud de l'Oued Draa, on les trouve tantôt par petits groupes escortant des convois, tantôt par troupes de 50 à 60 battant le pays pour en surprendre. Principaux théâtres de leurs courses, ces régions ne sont pas les seules. Ils parcourent la Feija au nord du Bani, poussent des pointes au sud du Draa sur les Harib et les Brabar, apparaissent avec leurs zous jusqu'au Tefilelt et au Touet. Voici la décomposition des Idaoublal. Idaoublal se compose de 2 clans, Hayyan et Mkres. Hayyan se compose de 2 sous-clans, Attara et Hayyel Bali. Attara se compose des fractions suivantes, Swalah, Behni, Ait el-Hussein, Ouled Abdullah, Mdahi, Ouled Billah et Girtat, Ait Mohammed, Soukan. Hayyel Bali se compose des fractions suivantes, Frarma, Jden et Moulaten. Le clan de Mekres se compose de 2 sous-clans, Mekres el-Hajr, Yennout. Mekres el-Hajr se compose des fractions suivantes, Ait Moussi, Ait Ahmed, Qsibat, Meskis, Khalt, Ait Oujana, Ait Boudr. Yennout se compose des fractions suivantes, Ait Bahman, Ait Harzallah, Ouled Doudoun. Les Idaoublal forment environ 1800 fusils et 100 chevaux. Les chevaux étaient autrefois plus nombreux. La dernière guerre entre les Hayyen et les Mekres les a décimés. Cette guerre, dont les rancunes ne sont pas éteintes, quoique la paix soit faite, s'est terminée à l'avantage des Hayyen. Les pertes en hommes ont été presque égales des 2 côtés. Elle est mort 120 Hayyen et 150 Mekres. Nous avons dit le motif de la querelle, l'attaque par les Mekres d'un Chelh de Tintazart, client des Hayyen. Un shir héréditaire commandait jadis chaque fraction des Idaoublal. Seul le titre subsiste dans les familles qui le possédaient. Le pouvoir n'y est plus attaché. Les groupes s'administrent aisément par l'assemblée de leurs principaux membres.
Un Daoublali a une grande autorité sur toute la tribu et peut, sans porter de titre, en être regardé comme chef. Il s'appelle Ali Ould Ben Ailet. Bien qu'ayant une maison à Touguerrih, il habite sous la tente avec l'ensemble de ses concitoyens. Hayyan, sa considération est aussi grande chez les Mkriz que parmi les siens. Hors de cette influence, les Id Daoublal n'en subissent que deux, un degré moindre. L'une temporelle, celle que Ali Belhiba de Jbeir s'est acquise par ses richesses. L'autre spirituelle, celle du Jakani Ahmed Dinia, fils de Mukhtar, le marabout de Tindouf. Les Id Daoublal sont indépendants et ne reconnaissent point le sultan. Je demandai un jour à l'un d'eux s'il n'avait jamais eu de relation avec lui. « Si, » me répondit-il, « nous en avons eu il y a 1 an et demi. Voici lesquels. Moulay el-Hassan, ayant pendant sa campagne du Sahel envoyé des secrétaires et des mkhazni ramasser l'impôt de l'Oras Loued, nous dépichâmes un rzou, s'embusquer sur leur passage. Quand les gens du gouvernement revinrent avec des mulets chargés d'argent, on les attaqua, les mit en fuite, et l'on amena en triomphe parmi nous le tribut des habitants du Souss et les armes et les chevaux des Mkhazni. Telles furent les dernières relations de notre tribu avec le sultan. Je ne sache pas qu'il en ait eu d'autres. Chez les Daoublal, comme à Tintazart, on ne voit que de jeunes hommes. Les pères ont été moissonnés dans les guerres civiles qui désolèrent la tribu, et dont la dernière finit à peine. Puissants il y a 15 ans, les Id Daoublal sont sans force à l'heure présente, épuisés par ces querelles intestines. Eux, dont le nom faisait trembler jadis tout le Sahara, en peine à se défendre des incursions des tribus voisines. Ils sont moins occupés d'envoyer des rzous que de se garder contre ceux des autres. Les Brabal les attaquent sans cesse. À chaque instant, on en signale une troupe sur quelque point du territoire. Nous en avons vu une se jeter sur les jardins de Tissint. 15 jours après, une autre s'abattait sur le Ma'del à l'est de Ristejdeid. Ces incursions sont contraires à toute loi, car les Id Daoublal sont clients des Brabr. Chaque année, ceux-ci envoient des députés percevoir le montant du tribut, une okhia par fusil. Les Id Daoublal qui voyagent sur leur terre paient, en outre, 2 okhiyas par chameau, une par âne et une par personne. L'adbiha existe depuis un temps immémorial. Jadis, les conventions en étaient respectées des deux côtés. Aujourd'hui, profitant de la faiblesse de leurs vassaux, les Brabr font exécuter les clauses à leur bénéfice et ne tiennent pas compte de celles qui sauvegardent les Id Daoublal. Tributaires des Brabr, les Id Daoublal sont eux-mêmes suzerains d'une foule de tribus et de districts. Les Aïtjlal, les Ksar de Tounzine, des Oued Aguinen et Aït Mansour, de Tata, de Tessint, ceux de la Faïja, sauf Qasbat le-Jour, ceux du sud du Bani situés sur leur territoire, sont leurs clients. Ces nombreux pactes entraînent des rapports continuels entre eux et les tribus voisines. En 1 mois et demi, j'ai vu plus de 10 députations chez eux, toutes venues pour le même objet, plainte sur des convois attaqués malgré des dbiha et demande de restitution. Les réclamants étaient des Brabr, des Aïtjlel, des Schleuh du Petit Atlas, jusqu'à des gens du Tefilelt. Les Id Daoublal sortent peu du Sahara. Quelques-uns à peine ont été à Mogador ou à Marrakech, aucun à la Mecque. Ils connaissent admirablement leur pays et sont au courant de la région qui s'étend d'ici au Tefilelt, à Ouednoun, à Timbuktu et à l'Adrar. Les Id Daoublal sont en ce moment dans la dernière misère. Leurs guerres intestines les avaient appauvris. Plusieurs années de famine ont mis le comble à leur détresse. En temps ordinaire, la tribu est riche. Ses troupeaux, nuls aujourd'hui, sont d'habitude nombreux. Le Ma'del la fournit de grains. Quelques-uns de ses membres se livrent au commerce du Soudan. Enfin, il a dans le Sahara une ressource inépuisable par les sommes que lui vaut l'escorte des caravanes et le butin qu'elle fait en les pillant. Leur zoo est chez les Id Daoublal la première des institutions.
Ils s'organisent de la façon suivante. Un ou plusieurs individus, connus pour leur audace, annoncent qu'on va entreprendre une razzia et font appel aux hommes de bonne volonté. Des jeunes gens de la tribu se présentent. Souvent des schleuhs, des qsars se joignent à eux ou prêtent leurs chevaux moyennant une part de butin. Les rzous se composent de chameaux, de chevaux ou de fantassins. Les derniers, parfois de 400 à 500 hommes, font des expéditions de courte durée et dans un rayon peu étendu. Les autres ne dépassent pas 100 combattants et opèrent au loin. Ils emmènent des chameaux chargés de dattes, s'installent auprès d'un point d'eau et envoient chaque jour des cavaliers à la découverte. L'un d'eux aperçoit-il un convoi ou des voyageurs. Il vole l'annoncer. On s'élance à la poursuite de la proie, on s'empare des marchandises, on dépouille les hommes, s'ils appartiennent à des tribus éloignées, à des tribus faibles, ou si ce sont des juifs, on les renvoie nus, mais vivants. S'ils sont d'une fraction proche et de qui l'on redoute des représailles, on les tue pour sauver le secret. Puis on revient aux chameaux et on guette de nouveau. Tant que durent les dates, on reste en embuscade dans le même lieu, ou à des points d'eau voisins. Lorsqu'il n'y en a plus, on s'en retourne. Quelquefois, leurs rzous tombent à l'improviste sur des douars d'une tribu voisine qui s'est isolée ou mal gardée. Les Idoblel, ces impies qui ne veulent pas entendre parler de religieux, ne partent jamais pour une razzia sans en avoir un dans leur rang. Ils l'emmènent pour prier Dieu de rendre l'expédition fructueuse. Chaque jour, ils demandent au Seigneur de favoriser leurs rzous, de faire tomber de nombreux voyageurs dans ses pièges, de lui inspirer les meilleures embuscades. On paie ses services sur les bénéfices de l'opération. A-t-on fait de riches captures, il touchera une part considérable. S'est-on fatigué en vain, n'a-t-on rien pris? C'est un mauvais marabout. On l'accable de reproches. On ne lui donne rien. On ne l'emmènera pas une autre fois. Les rzous, qui, du Beni au Soudan, sillonnent le désert en tous sens, sont le seul danger des voyageurs dans cette région. Les grandes caravanes de plusieurs centaines de personnes n'ont rien à redouter. Ils sont armés et on ose les attaquer. Telles sont celles qui, chaque printemps et chaque automne, traversent le Sahara entre Timbuktu d'une part, Tindouf, le Dra, le Tafilelt de l'autre. Les négociants qui, pour faire de meilleures affaires en devançant l'arrivée générale, essaient de franchir seuls le désert, en tout à craindre. Ils s'efforcent d'échapper par le petit nombre et la vitesse à la vue des rzous. Quelquefois, ils ont ce bonheur. C'est ainsi presque seul que le docteur Lentz traversa le Sahara. Le récit de son passage à Tindouf est ici sur les lèvres de chacun. Comme il était en cette oasis, à la veille de s'enfoncer dans le désert, on s'étonnait de son audace. S'aventurait seul dans ces solitudes terribles? Et les pillards, les brabers, les ouledleim, les rgibet, n'y pensait-il pas? Pour réponse, il montra son fusil. De combien d'hommes sont ces rzous dont vous voulez m'effrayer? De 60, 80, 100 même. Pas plus de 100? Non. Eh bien, regardez. Et l'épaule son arme et tire, sans recharger ni s'interrompre, 150 coups de feu. Les Daoublal ont des idées fort étranges sur les chrétiens. Et les considèrent plutôt comme des sortes de génies, de magiciens, que comme des hommes ordinaires. Ils les croient très peu nombreux, disséminés dans quelques îles du Nord, et doués d'un pouvoir surnaturel. Les uns me demandaient s'il était vrai qu'ils labourassent la mer, d'autres si les Français étaient aussi nombreux que les Idaoublal. Cette dernière question est excusable. Ils savent de nous une seule chose. Depuis 3 ans, les gens du Figig, une poignée de Schleuh et de Hratan, nous font impunément la guerre sainte. Eussent-ils osé s'attaquer à une tribu comme la leur? Les Hratan de Tessinde entreraient-ils en lutte avec les Idaoublal? Jamais. On juge notre puissance après notre conduite à Figig. On n'en saurait avoir une haute idée. Notre réputation est telle dans le Sahara marocain, du Sahel et à l'Ouaziz. On n'y admet pas que notre patience à Figig soit respect pour Moulay Hassan. Il n'est pas le maître de Figig.
Qu'existe-t-il de commun entre lui et cette oasis? Il n'y a guère plus d'ignorance, en effet, à mettre au même rang la France et les Ida Oblal, qu'à croire Figui, soumis au sultan du Fès. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoui. La prochaine étape nous mène à Mraïmima, une petite zaouïa isolée tenue par une famille de marabouts en difficulté. C'est là que les ennuis commencent vraiment pour l'auteur. Car des rumeurs courent. On prétend qu'il transporte de l'or, beaucoup d'or. Et malgré les efforts de Sidi Mbarak, le chef de la zaouïa, pour le protéger, une seule main pourra finalement le tirer de ce mauvais pas. Celle de son ami fidèle de Tessint, el Hajj Porhim, dans un scénario qui n'a rien à envier au film western. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.